15 avril 1986. Le major Brian Schull fonce à travers la stratosphère à plus de 24 km au-dessus de la Libye du colonel Kadhafi. Son Lockheed Blackbird file à une vitesse que peu d'hommes sur Terre ont jamais expérimentée. Trop haut pour les chasseurs ennemis, trop rapide pour être intercepté, pratiquement invisible au radar, cet avion représente le summum de la technologie américaine. Aucun appareil de ce type n'a jamais été abattu en plus de 2 décennies d'opération. Mais soudain, des voyants rouges s'allument sur le tableau de bord. L'impossible est en train de se produire. Des batteries antiaériennes libyennes, équipées de missiles soviétiques pourtant obsolètes, viennent de verrouiller leur cible sur l'avion le plus rapide du monde. Schull n'a qu'une seule option pour survivre, accélérer encore plus. Le monde entier va découvrir si le Blackbird peut réellement distancer un missile lancé à sa poursuite. Cette histoire incroyable trouve ses racines dans une catastrophe diplomatique qui a bouleversé la guerre froide. 1er mai 1960. Un avion espion américain, Lockheed U-2, survole l'espace aérien soviétique en mission secrète. Le pilote, Francis Gary Powers, croit sa mission de routine parfaitement sécurisée à plus de 21 000 mètres d'altitude. Personne ne peut l'atteindre à cette hauteur. Mais les soviétiques ont préparé un piège mortel. Une salve de missiles sol-air S-75 explose autour de l'appareil. L'onde de choc arrache des morceaux de la structure. L'avion plonge brutalement de 21 000 mètres à 9 000 mètres avant que Powers ne parvienne à s'éjecter du cockpit déchiqueté. Il survit à la chute, mais atterrit directement entre les mains des forces soviétiques qui l'attendaient. Le président Eisenhower tente désespérément de sauver la face en racontant au monde qu'il s'agissait simplement d'un avion de recherche météorologique égaré. Mais les soviétiques détruisent ce mensonge lors d'une conférence de presse spectaculaire où ils exhibent triomphalement l'équipement de surveillance sophistiqué récupéré dans l'épave. L'humiliation est totale pour Washington. L'incident devient immédiatement une catastrophe diplomatique qui tente encore davantage les relations déjà explosives de la guerre froide. Mais le pire pour les Américains est la prise de conscience terrifiante que si les Soviétiques ont abattu un avion espion, ils peuvent recommencer. La seule façon d'éviter une répétition de cette situation embarrassante serait de créer un nouvel appareil capable de voler si haut et si vite qu'aucun système de défense aérienne existant ne pourrait le toucher. Un avion avec un profil radar si minuscule qu'il serait pratiquement indétectable pour l'ennemi. Heureusement, Lockheed travaille déjà sur la solution. Le vice-président de l'entreprise et directeur de son équipe de développement avancé Skunk Works, le légendaire Clarence Kelly Johnson, était justement le concepteur en chef du U-2. Même avant l'incident de mai 1960, il avait anticipé que les jours de l'appareil seraient comptés au fur et à mesure que les défenses aériennes soviétiques s'amélioreraient. Avec ses standards intransigeants et sa pensée innovante, Johnson avait déjà commencé à développer des concepts pour un avion qui serait virtuellement indétectable par n'importe quel radar et intouchable par n'importe quel missile. Maintenant, sous pression de Washington pour offrir une solution aussi rapidement que possible, Johnson fait une promesse audacieuse qui stupéfie l'industrie aéronautique. Son équipe réussira sa mission la plus difficile à ce jour, créer un nouvel avion espion avec une section radar minimale capable de voler au-dessus de 24 000 mètres à des vitesses dépassant Mach 3 et le faire voler en seulement 20 mois. Un délai que la plupart des experts aérospatiaux considèrent comme totalement impossible. Le projet démarre sous le contrôle strict de la CIA en tant que successeur du U-2, initialement désigné A-12. Le Skunk Works opère dans un secret extraordinaire, avec le site du projet à Burbank dissimulé derrière de hautes barrières et une sécurité plus stricte que dans la plupart des installations nucléaires. L'équipe de Johnson travaille à un rythme effréné, et en avril 1962, exactement comme il l'avait promis, le premier prototype A-12 est prêt à révéler ses secrets au monde. Le prototype A-12 qui émerge du Skunk Works ressemble à un engin venu du futur plutôt qu'à un avion conventionnel. Johnson et son équipe doivent tout inventer depuis zéro.
Chaque choix de conception reflète la nécessité d'obtenir des performances aérodynamiques sans précédent, tout en réduisant massivement la signature radar. La forme élancée de l'appareil évoque un dard mortel plutôt qu'un avion traditionnel. Pour dévier l'énergie radar loin de sa source, les stabilisateurs verticaux sont inclinés vers l'intérieur. Les côtés du fuselage sont aplatis avec des bords effilés, tandis que des sections en dents de scie incorporent des matériaux spéciaux absorbant les ondes radar. Cette approche révolutionnaire deviendra plus tard ce qu'on appellera la technologie furtive. L'appareil présente des arêtes effilées qui courent le long du fuselage depuis le nez jusqu'aux racines des ailes. Ces arêtes représentent une percée dans la conception intégrée, remplissant 3 fonctions cruciales simultanément. Elles génèrent des tourbillons qui améliorent la stabilité à haute vitesse, elles fournissent une portance supplémentaire à la cellule, et elles dispersent les signaux radars entrants loin de leur source. Mais les vitesses extrêmes auxquelles l'A-12 doit voler présentent un défi fondamental qui menace tout le projet, la chaleur. Avec des températures sur les bords d'attaque dépassant 540 degrés Celsius pendant le vol à Mach 3 et au-delà, les cellules en aluminium conventionnel fondraient simplement comme du beurre. Ce défi oblige l'équipe de Johnson à utiliser un alliage de titane pour 85% de la structure. Un matériau qui offre la résistance de l'acier inoxydable à une fraction du poids, tout en résistant à la chaleur intense du vol supersonique. Mais le titane se révèle exceptionnellement difficile à travailler. L'alliage cassant se brise si on le manipule mal, causant une frustration immense sur la chaîne de montage. Les outils conventionnels, en acier plaqué cadmium, fracturent le titane au contact, forçant Skunk Works à concevoir et fabriquer de nouveaux outils, eux-mêmes fabriqués en titane. La contamination métallurgique devient un problème persistant et catastrophique. À un moment donné, 80% du titane livré est rejeté pour cette raison. L'équipe doit même acheter secrètement du titane soviétique via des sociétés écrans pour obtenir suffisamment de matériaux de qualité. Pour gérer les variations massives de température, les panneaux de peau de l'A-12 sont fabriqués pour s'adapter de manière lâche au sol, n'atteignant un alignement approprié que lorsque la cellule chauffe pendant le vol. Cette caractéristique de conception, combinée à l'absence d'un système d'étanchéité de carburant approprié, signifie que l'appareil fuit du carburant lorsqu'il est au repos. Une caractéristique qui deviendra légendaire parmi les équipes au sol qui doivent constamment nettoyer les flaques sous l'avion. Le cockpit monoplace est équipé d'un verre de quartz spécial pour résister aux températures extrêmes, le pare-brise extérieur étant composé de 3 couches avec des sections de refroidissement entre elles. Pour la propulsion, l'A-12 est conçue autour du moteur révolutionnaire Pratt & Whitney J58, bien que les premiers essais en vol commencent avec le J75 moins puissant en raison des retards de développement du J58. Chaque moteur peut produire 11 340 kg de poussée avec les réchauds engagés, permettant à l'appareil d'atteindre des vitesses supérieures à 3200 km/h. Ces moteurs nécessitent un carburant également spécialisé. Le carburant conventionnel serait bien trop volatile aux températures que le Blackbird subit pendant le vol. Les ingénieurs développent le JP7, un carburant unique à point d'éclair élevé, spécifiquement conçu pour l'appareil. Le colonel Rich Graham explique plus tard ses propriétés inhabituelles en racontant qu'il a vu un chef d'équipe jeter une allumette et un mégot de cigarette dans ce JP7 et que cela s'éteint simplement. Ce point d'éclair élevé crée un autre défi. Les systèmes d'allumage standard ne peuvent pas enflammer le carburant. La solution est le triéthylborane, ou TEB, un produit chimique si volatile qu'il s'enflamme spontanément lorsqu'il est exposé à l'air. Graham le décrit de manière vivante en disant que chaque moteur contient un peu plus d'1 demi-litre de cette substance. Si quelqu'un l'avait dans un pistolet à eau et le vaporisait dans l'atmosphère, cela exploserait au contact.
Chaque moteur transporte juste assez de TEB pour 16 démarrages, avec une quantité précisément dosée injectée pour initier la combustion. Le 26 avril 1962, le prototype A-12 décolle pour son premier vol depuis la base secrète de Groom Lake dans le Nevada. Le pilote d'essai, Lou Schalk aux commandes, découvre rapidement que l'appareil est instable à basse vitesse. Chaque décollage et atterrissage devient une épreuve terrifiante où le pilote doit lutter constamment contre les commandes pour maintenir le contrôle. Mais une fois en altitude et à haute vitesse, l'A-12 se transforme en machine parfaitement équilibrée. Les essais révèlent cependant des problèmes structurels inquiétants. Les vibrations à certaines vitesses menacent de déchirer la cellule. Les systèmes hydrauliques tombent régulièrement en panne. Les moteurs J58 surchauffent et s'éteignent sans avertissement. Le 24 mai 1963, le pilote Kenneth Collins effectue un vol d'essai de routine au-dessus du désert du Nevada. Sans prévenir, le moteur droit explose violemment. Des fragments de métal déchirent le fuselage. L'appareil part immédiatement en vrille incontrôlable. Collins tente désespérément de stabiliser l'avion, mais les commandes ne répondent plus. À seulement quelques centaines de mètres du sol, il s'éjecte in extremis. Le siège éjectable le propulse hors du cockpit une fraction de seconde avant que l'A-12 ne s'écrase dans le désert en une boule de feu massive. Collins survit miraculeusement, mais le prototype est complètement détruit. Malgré ces revers catastrophiques, le programme continue. La CIA baptise l'opération Oxcart et commence à entraîner des pilotes sélectionnés pour des missions au-dessus de territoires hostiles. Ces hommes doivent maîtriser un avion qui fuit du carburant au sol, vibre dangereusement à certaines vitesses et peut exploser à tout moment. Le 21 mai 1968, l'A-12 effectue enfin sa première mission opérationnelle. L'opération Black Shield envoie l'appareil au-dessus du Vietnam du Nord pour photographier des sites de missiles et des installations militaires. Les pilotes doivent voler à plus de 24 km d'altitude à des vitesses dépassant Mach 3, tout en naviguant avec précision au-dessus de cibles minuscules. La moindre erreur de navigation signifie une mission ratée. Le moindre problème mécanique signifie une mort certaine au-dessus d'un territoire ennemi. Les A-12 effectuent 29 missions au-dessus du Vietnam et de la Corée du Nord, avant que la CIA ne décide de mettre fin au programme en janvier 1968. L'armée de l'air américaine veut sa propre version de l'appareil, le SR-71 Blackbird né de cette demande militaire. Contrairement à l'A-12 monoplace de la CIA, le SR-71 est conçu pour 2 membres d'équipage, le pilote aux commandes et un officier des systèmes de reconnaissance assis derrière lui pour gérer les caméras et les capteurs sophistiqués. L'appareil est également légèrement plus grand et plus lourd que son prédécesseur. Le 22 décembre 1964, le premier SR-71 décolle pour son vol inaugural. Les problèmes de l'A-12 persistent. L'avion reste difficile à piloter, dangereux à entretenir et horriblement coûteux à opérer. Chaque heure de vol nécessite plusieurs jours de maintenance intensive. Le carburant JP7 coûte une fortune et nécessite des avions ravitailleurs spécialement modifiés, KC-135Q, pour le ravitaillement en vol. Sans ce ravitaillement constant, le Blackbird ne peut accomplir aucune mission longue distance. Mais l'armée de l'air décide de prouver les capacités de son nouvel jouet coûteux en établissant des records spectaculaires. Le 1er septembre 1974, le SR-71 numéro de série 61-7972 décolle de New York. Le major James Sullivan et son officier Noel Widyfield pilotent l'appareil à travers l'Atlantique vers Londres. Il parcourt les 5586 km en seulement 1h54 minutes et 56 secondes, établissant un record de vitesse transatlantique qui tient toujours aujourd'hui. Pour comparaison, un vol commercial régulier dure plus de 6 heures. Le 28 juillet 1976, 2 autres records mondiaux sont établis qui restent invaincus à ce jour. Le capitaine Robert Helt, aux commandes du SR-71 numéro 61-7962, atteint un record d'altitude absolue pour un vol horizontal soutenu de 25 935 mètres.
Ce même jour, un autre SR-71 établit un record de vitesse absolue de 3529 km/h, équivalent à environ Mach 3,3. Revenons maintenant à cette mission terrifiante du 15 avril 1986 au-dessus de la Libye. Suite aux frappes aériennes américaines sur Tripoli, en réponse au soutien libyen au terrorisme, le major Brian Shull et son officier des systèmes de reconnaissance Walter Watson reçoivent l'ordre d'effectuer une reconnaissance post-frappe. Leur mission est simple, en théorie: survoler les sites bombardés, photographier les dégâts et rentrer à la base. Mais la réalité devient rapidement un cauchemar. Alors qu'ils foncent à travers le territoire hostile à plus de 24 km d'altitude, les défenses aériennes libyennes s'activent. Les opérateurs radars au sol détectent quelque chose dans le ciel. Plusieurs sites de missiles sol-air commencent à traquer le Blackbird. Dans le cockpit, des voyants d'avertissement s'illuminent soudainement. Les systèmes électroniques détectent que des radars ennemis ont verrouillé leur cible sur l'appareil. Watson surveille nerveusement les écrans montrant les signatures radars multiples qui les traquent. Shull sait exactement ce que cela signifie. Des missiles montent vers eux à une vitesse terrifiante. Face à cette menace mortelle, Shull n'hésite pas une seconde. Il pousse les manettes des gaz vers l'avant, bien au-delà de leurs réglages opérationnels habituels. Le SR-71 répond immédiatement avec une accélération brutale. Les moteurs J-58 rugissent en consommant d'énormes quantités de carburant JP7 et de TEB. L'avion accélère bien au-delà de sa vitesse maximale officielle. Shull raconte plus tard que l'appareil volait plus vite que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Ils n'étaient pas vraiment sûrs de leur vitesse exacte parce que les instruments n'affichaient que jusqu'à Mach 3,5. Le Blackbird dépasse largement cette limite. Les missiles lancés depuis le sol tentent désespérément de rattraper leur cible, mais la physique joue contre eux. Plus un missile monte en altitude, plus il perd de la vitesse et de la maniabilité dans l'air raréfié. Le SR-71, au contraire, excelle dans ces conditions. Les missiles tombent en arrière, incapables de suivre la vitesse phénoménale du Blackbird. L'appareil échappe à la menace par sa pure vélocité, prouvant encore une fois que la principale défense du SR-71 est simplement d'accélérer au-delà de la portée de tous ceux qui tentent de l'attraper. Shull et Watson rentrent sains et saufs avec leurs précieuses informations de renseignement. Mais cette invulnérabilité légendaire cache une vérité plus sombre, révélée lors d'un incident dramatique l'année suivante. Le 29 juin 1987, un autre SR-71 effectue une mission Baltic Express, un vol soigneusement planifié à travers l'étroit corridor de l'espace aérien international entre la Suède et le bloc soviétique. L'appareil croise à environ 19 800 mètres d'altitude quand, soudain, le moteur droit explose violemment sans avertissement. Des fragments de métal déchirent le fuselage. Les systèmes hydrauliques tombent en panne. Le Blackbird estropié commence à perdre de l'altitude de manière incontrôlable. Les pilotes luttent désespérément pour maintenir le contrôle, mais l'avion dérive inexorablement vers l'espace aérien suédois. Ils violent la souveraineté suédoise malgré tous leurs efforts. Des chasseurs SAP-37 Viggen suédois non armés décollent immédiatement pour intercepter l'intrus. Mais en reconnaissant que le Blackbird est en détresse grave, les pilotes suédois prennent une décision remarquable. Au lieu d'exiger que l'appareil américain se pose en Suède, ils l'escortent prudemment vers l'espace aérien danois pour lui permettre de rentrer en sécurité. Ce qui reste classifié pendant plus de 30 ans est bien plus terrifiant. Plusieurs MiG-25 soviétiques ont été lancés avec des ordres explicites d'abattre le SR-71 endommagé. Les données de la NSA révèlent plus tard qu'un MiG-25 a réellement verrouillé un missile sur le Blackbird en difficulté. Seule la présence des chasseurs d'escorte suédois empêche probablement les soviétiques de tirer et de détruire l'appareil américain. En 2018, les 4 pilotes suédois impliqués reçoivent enfin des médailles de l'armée de l'air américaine pour leurs actions héroïques. Une note de bas de page remarquable de l'histoire de la guerre froide qui reste secrète pendant des décennies. Cet incident prouve que malgré toute sa vitesse et sa technologie,
Le SR-71 reste vulnérable aux pannes mécaniques catastrophiques qui peuvent survenir à tout moment. À mesure que les années 1980 progressent, le programme SR-71 fait face à un examen minutieux croissant. L'appareil coûte une fortune absolue à exploiter, avec des estimations variant entre 85 000 et 200 000 $ par heure de vol. Les exigences de maintenance restent astronomiques. Chaque mission nécessite des jours de préparation intensive par des équipes d'ingénieurs hautement spécialisées. Le carburant JP7 spécialisé nécessite sa propre flotte dédiée d'avions ravitailleurs KC-135Q pour le ravitaillement en vol. Les critiques au Pentagone soutiennent que la reconnaissance par satellite rend le Blackbird complètement obsolète. Les satellites peuvent photographier n'importe quel endroit sur Terre sans risquer la vie des pilotes. Les partisans du SR-71 ripostent en arguant que les satellites suivent des orbites prévisibles, permettant aux adversaires de cacher leurs équipements militaires pendant les survols, tandis que le Blackbird peut arriver de manière imprévisible et livrer des images en quelques heures plutôt qu'en jours. Mais le débat se termine brusquement en 1989 lorsque, largement pour des raisons politiques et budgétaires plutôt qu'opérationnelles, l'armée de l'air retire la flotte de SR-71 du service actif. Cependant, avant de reléguer définitivement le Blackbird à l'histoire, l'armée de l'air décide de lui faire accomplir un dernier voyage spectaculaire battant tous les records. Le 6 mars 1990, le lieutenant-colonel Ed Yalding et le lieutenant-colonel Joseph J.T. Vida montent dans le SR-71 numéro de série 61-7972 pour ce qui sera le dernier vol opérationnel de l'appareil au service de l'armée de l'air. Leur mission consiste à voler d'une côte à l'autre à travers les États-Unis, de Los Angeles à Washington, puis à livrer l'avion à sa dernière demeure au Musée National Air and Space de l'institution Smithsonian. Ce qui suit devient une démonstration époustouflante des capacités du Blackbird. L'appareil traverse les 3867 km entre les côtes Est et Ouest en seulement 67 minutes et 54 secondes, atteignant une vitesse moyenne de 3418 km/h, soit plus de Mach 2,7. Pendant le vol, l'équipage établit 4 nouveaux records de vitesse. Los Angeles à Washington en 64 minutes 20 secondes, côte ouest à côte est en 67 minutes 54 secondes, Kansas City à Washington en un peu moins de 26 minutes, Saint-Louis à Cincinnati en 8 minutes 32 secondes. L'Association aéronautique nationale accepte les 4 records, tandis que le magazine Air and Space rapporte que l'appareil a atteint une vitesse maximale de 3607 km/h, soit plus de Mach 2,9 à un moment donné pendant son voyage. Après l'atterrissage, cet appareil remarquable qui a servi son pays pendant des décennies roule jusqu'à un arrêt devant une foule de dignitaires et de passionnés d'aviation en attente. L'importance du moment n'échappe pas aux responsables élus. 2 jours après le vol, le sénateur John Glenn, le premier Américain à orbiter autour de la Terre, s'adresse au Sénat des États-Unis avec une réprimande cinglante de la décision de retirer l'appareil. Il déclare que la terminaison du SR-71 fut une grave erreur qui pourrait placer la nation dans une position de sérieux désavantage en cas de crise future. Le vol transcontinental historique d'hier était un triste mémorial à la politique à courte vue en matière de reconnaissance aérienne stratégique. Reconnaissant ce manque de capacité, le Congrès vote en 1994 pour allouer 100 millions de dollars afin de réactiver 3 SR-71. Les appareils reviennent à un service limité en 1995, effectuant des missions opérationnelles jusqu'en 1998, quand la retraite finale arrive. Même alors, le Blackbird n'est pas complètement cloué au sol. La NASA continue à exploiter 2 cellules jusqu'en 1999. Le 9 octobre 1999, lors d'un spectacle aérien à la base Edwards de l'armée de l'air, le SR-71 effectue son tout dernier vol. Piloté par les membres d'équipage de la NASA Roger Smith et Robert Meyer, l'appareil atteint Mach 3,21, équivalent à 3964 km/h,
et une altitude de 24 414 mètres, plus de 2 fois la hauteur à laquelle les avions de ligne commerciaux volent habituellement. Après avoir atteint ces chiffres impressionnants, le Blackbird revient pour 3 passages au-dessus de la foule. L'élégance de sa conception émeut certains spectateurs jusqu'aux larmes, alors qu'ils assistent à la fin d'une époque. Au cours de sa carrière de 34 ans, le SR-71 a établi des records de vitesse et d'altitude qui restent invaincus, rassemblé des renseignements qui ont façonné les décisions de la guerre froide et capturé l'imagination des passionnés d'aviation du monde entier. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire de l'aviation.